Chers téléspectateurs de la télé Arc Prod, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve dans cette nouvelle émission. L'Itibir Dekbi. Aujourd'hui, on va parler politique, accompagné avec notre invité, Monsieur Mbaou, qui est un politicien du parti PASTEF. Avant de débuter l'émission, on va peut-être le laisser se présenter et de commencer le débat. Monsieur Mbaou, bonsoir. Monsieur Muntaga Tal, c'est un plaisir d'être ici devant vous, de partager ce plateau avec Arc Pro TV. C'est un plaisir renouvelé d'être ici devant vous pour débattre des sujets d'actualité qui secouent actuellement notre pays dans le sens de tirer les essentiels pour enfin répondre aux besoins dans le cadre du développement économique et social du pays. C'est Pape Gourambaou, je suis membre de PASTEF Saint-Louis, section Diamaguène. Merci. Monsieur Mbaou, en tant que partisan du parti politique PASTEF, quels sont les aspects, selon vous, quels sont les aspects du régime de Diomaye Faye? Merci Muntaga. Comme vous le savez, le 2 avril 2024, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment, a pris fonction. Et depuis lors, nous sommes en train d'assister à l'organisation gouvernementale, la réorganisation au niveau étatique, et cela prend du temps. Mais devant l'urgence, il y a des actions qui sont en train d'être menées dans le cadre des conseils interministériels et des lignes directrices décelées au niveau des différents ministères et des directions. Mais dans ce cadre-là, tout rentre dans la vision déclinée du projet de son Excellence, le projet Le Sénégal souverain, prospère et juste dans une Afrique en progrès. Et c'est cela qui décline l'ensemble des actions du gouvernement actuel. Au début de son mandat, il nous avait parlé de projet, il nous avait parlé de changement. Comment va-t-il se matérialiser ce changement dont il parlait dans son projet? Effectivement, le projet, c'est un document. C'était tout d'abord un programme décliné lors de la campagne présidentielle. Et c'est d'abord une vision, c'est d'abord une croyance forte au changement. Et dans ce sens, nous sommes convaincus qu'actuellement, le budget qui est en train d'être exécuté a été voté sous le magistère de l'ex-président Macky Sall. Et actuellement, nous sommes en train de poursuivre selon l'orientation budgétaire qui a été déjà établie. Et cela, nous ne pouvons que réajuster par rapport aux besoins existentiels actuellement au niveau du Sénégal. Mais le projet est en cours, est en phase de bouclage. Et une fois cela, vraiment le développement sera acté. Parce qu'actuellement, parce que nous sommes avec le PSE. Le PSE, c'était le référentiel de la politique économique sociale du pays. Et pour que le projet puisse remplacer le PSE, il va falloir qu'on puisse faire le bouclage, l'adapter selon les réalités actuelles du pouvoir. Et c'est en cela que le projet pourra être le référentiel économique et social qui déclenchera l'envol économique et social du Sénégal de manière durable. À travers cela, parce qu'on nous avait dit projet, et actuellement, depuis qu'ils ont commencé à siéger au niveau du palais, on a tendance à voir qu'on parle que de titres fonciers. Comment voyez-vous cette situation? Muntaga, vous savez pertinemment que, comme le disait le président de la République, l'ex-président de la République Macky Sall, que les renseignements qui lui parvenaient au niveau du palais, que le problème le plus récurrent, c'était lié au foncier. Et je pense qu'il y a eu de ces événements qui peuvent témoigner concrètement ce fléau-là. Et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en a pris conscience. Parce que le problème du foncier, c'est un goulot d'étranglement. Il faudrait très vite désamorcer ce fléau-là, le désamorcer pour qu'on puisse vraiment ne pas arriver à ce que des communautés, des partenaires ou bien des partis divergents puissent en venir à la violence ou à autre chose. Raison pour laquelle il a stoppé au niveau du littoral et également dans d'autres zones, même ici à Saint-Louis, par exemple, la délivrance des titres de propriété, tels que les baux et les titres fonciers.
Et cela en attendant pour qu'on puisse mettre la lumière sur ces situations foncières qui secouent vraiment le pays afin d'y apporter des mesures correctives pour le bien-être de la population. En cela, comment il compte rééquilibrer, bien sûr, les partenariats avec la France et les autres pays, tout en sachant qu'il y a des critiques qui les ont été adressées récemment, surtout avec l'arrivée de Mélenchon au niveau de l'UCAD, également aussi avec le président du Conseil de l'Union européenne. Comment voyez-vous cette situation? La France, comme l'a toujours décliné le président du parti PASTEF, c'est un partenaire. C'est le premier partenaire du Sénégal. Et dans ce sens, nous ne pouvons que essayer de raffermir ce partenariat-là. Bien que ce partenariat était parsemé d'embûches, ça, nous tous nous le savons, avec les contrats, soit au niveau du pétrole, au niveau du gaz, au niveau du secteur minier, qui sont en désavantage au peuple sénégalais. Et ce que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a édifié, c'est-à-dire que nous voulons un partenariat fructueux, respectueux des droits et du peuple sénégalais. Et c'est en ce sens que nous sommes obligés, c'est une évidence, d'aller sur la table, de renégocier ces contrats-là au profit des Sénégalais. Parce que, comme le stipule la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et si les ressources naturelles appartiennent au peuple, il revient aux autorités administratives et compétentes de veiller à ce que ces ressources naturelles-là puissent revenir au peuple de manière fructueuse. On a vu aussi que la visite de Charles Michel également et de Mélenchon a suscité la colère de pas mal de Sénégalais, également comme s'ils n'ont pas encore compris le projet exact de M. Ousmane Sonko. Vous ne pensez pas qu'il y a une certaine méfiance des Sénégalais vis-à-vis au gouvernement de Diomaye Faye? Bon, dire qu'il y a méfiance des Sénégalais au niveau par rapport au gouvernement de son Excellence, je pense que ça, c'est trop dire un peu. Parce que il y a moins d'1 mois, ces Sénégalais ont plébiscité le candidat de la coalition Diomaye président, à savoir le président Diomaye, à hauteur de 54,28%. Et je pense que comme vous l'avez dit, l'arrivée de Mélenchon, leader de la France insoumise en tant que structure politique, accueilli par le président du PASTEF, qui était aussi une structure politique, qui ont eu à débattre, par exemple, des relations entre le Sénégal et la France, les perspectives. Je pense que là, c'était un échange fructueuse, plein de vérité, entre Mélenchon et le président Ousmane Sonko, du parti PASTEF. Et là, je pense que les points d'ombre ont été éclaircis. S'il y a parallèlement des entités qui veulent maintenir le flou dans cette affaire, je pense que là, c'est peut-être leur ligne directrice. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, l'échange a été direct, clair, et les Sénégalais en sont sortis ravis, et particulièrement les Africains, de par la posture de leader que Ousmane Sonko a eu à tenir lors de ce discours, lors de cette rencontre, la posture de défenseur de l'Afrique, la posture de défenseur de l'intérêt des Africains. Et je pense que là, il en est sorti gagnant et vainqueur, et toute l'Afrique en est sortie vainqueur. Et aussi, le président Bassirou Diomaye Faye, à travers ses discours, il nous parlait du secteur de la pêche. Là, est-ce qu'il essaye vraiment de renégocier les contrats de pêche, vu aussi qu'avec les défis majeurs auxquels le Sénégal fait face, surtout avec l'immigration clandestine également et les problèmes auxquels les pêcheurs sont en train de faire face? Je pense que ces dernières années, nous avons assisté à une immigration clandestine meurtrière qui a coûté beaucoup de jeunes à notre cher Sénégal. Je pense qu'il faut s'atteler aux causes de ce phénomène. Parce que l'immigration clandestine n'est uniquement pas une fin en soi. Mais ces populations, particulièrement les pêcheurs, ne se retrouvaient plus dans leurs activités génératrices de revenus à travers la pêche. Et on est conscient de l'origine de ces causes, c'est-à-dire les contrats de pêche qui sont vraiment en désavantage par rapport à la population, par rapport aux pêcheurs, au point que les pêcheurs sénégalais quittent leur côte pour aller vers d'autres zones pour rechercher la ressource halieutique précieuse et le poisson. Et face à ce phénomène,
beaucoup de Sénégalais ont perdu leur emploi, ont vu leur revenu annuel drastiquement baisser, ont vu des familles disloquées. Et comme nous sommes presque à terme du contrat de pêche qui doit se terminer en 2024, c'était le lieu et le moment opportun de renégocier ces contrats-là au profit des Sénégalais. Et c'est dans ce sens que le président de la République a pour le moment arrêté l'exploitation des ressources halieutiques par ces industries extractives de ressources halieutiques au niveau de la mer. Et cela, les pêcheurs au niveau du Sénégal en ont profité. Récemment, on a vu l'afflux de poissons qui draine au niveau de nos marchés. Et ça, c'est un des premiers signes, par exemple, du résultat et de la pertinence de cette action du président de la République. On a vu aussi que le pétrole a vu le jour ici à Saint-Louis et il y avait aussi des négociations qui ont été faites avec l'ex-président du Sénégal, M. Macky Sall. Mais est-ce que d'ordre d'idée, est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye est en phase de renégocier ces contrats? Parce qu'en fait, quand on regarde le discours des Sénégalais, ils ne sont pas contents du fait que, par exemple, les autres pays ont plus de pourcentage que... Oui, effectivement, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, par exemple, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et nous sommes tous conscients du contrat, de la négociation du contrat pétrolier et gazier qui est entièrement contre le peuple sénégalais. Et c'était une promesse de campagne, c'était une promesse à l'endroit des Sénégalais faite par le président de la République qu'une fois au pouvoir, tous les contrats seraient renégociés. Et c'est dans ce sens et dans une suite logique que le président de la République est actuellement et va bien évidemment revoir ses contrats pétroliers et gaziers. Parce que c'est évident, parce que c'est une manne financière qui sera disponible au Sénégal. C'est une ressource. Nous avons des priorités. Nous avons une jeunesse à accompagner, à encadrer. Nous avons un retard technologique à rattraper. Et dans ce sens, si on a les ressources telles que le pétrole et le gaz, vu l'enjeu du monde actuellement, nous ne pouvons que faire profiter de ces ressources à la population. Et qu'en est-il du secteur de l'enseignement également et de la formation, mais également de l'emploi? Parce qu'il y a plusieurs étudiants aujourd'hui qu'on voit avoir leur diplôme et qui ne parviennent pas à avoir un emploi. Ils ont un problème aussi à s'insérer. Quelle est la vision du président ou bien du ministre actuel par rapport à ces questions? Effectivement, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à savoir le docteur Abdourahmane Diouf, en a fait part la fois dernière avec le conseil interministériel auprès du Premier ministre. Je pense que tout d'abord, il faut qu'on puisse s'atteler et mettre en pratique d'abord le concept de Jubal Jubanti au niveau des structures, par exemple, au niveau des services de l'État, afin que ceux qui seront recrutés ou ceux qui sont recrutés soient à la hauteur de la mission qui sera attelée au poste. Je pense que là, c'est à un premier niveau. Deuxième niveau, c'est de faire confiance au savoir-faire local. Parce que nous avons des universités, nous avons des centres de formation et de recherche. Nous formons bien nos étudiants. Et je pense que dans ce sens, les étudiants et les jeunes sont capables de relever le défi. Et si on ne fait pas confiance à notre jeunesse, on est obligé de faire confiance à une autre jeunesse. Et cela ne profite pas à notre pays. Là, c'est le deuxième niveau de responsabilité par rapport à l'emploi. Mais également, le troisième niveau de responsabilité, c'est d'abord de conformer la formation reçue au niveau des universités, au niveau des écoles de formation, par rapport à nos besoins réels au niveau du Sénégal. Parce que nous ne pouvons pas apprendre ou suivre une tendance alors que les moyens économiques ne suivent pas. Et ça va forcément avoir une répercussion sur le niveau de recrutement et sur le taux de chômage au niveau du Sénégal. Ça, c'est évident. Et également, s'inscrire dans une logique, surtout. Parce que vous savez, on parle d'emploi. Mais l'emploi, ça doit être une finalité. L'emploi ne doit pas être dans... Voilà. C'est-à-dire que l'emploi, il doit y avoir un besoin réel par rapport à un secteur pour que l'emploi se suscite, se crée.
L'emploi doit se créer naturellement. Et pour qu'on puisse mettre en place ces mécanismes-là, pour que l'emploi puisse se créer naturellement, il faudrait qu'on puisse mettre en place, par exemple, ces mécanismes-là, à savoir l'industrialisation, à savoir la transformation, à savoir l'autosuffisance alimentaire. Et là, on verra que la question de l'emploi sera décantée naturellement. Toujours dans ce projet du Bounty, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que aussi l'université numérique n'est pas mise en rate parce que, toujours avec cet enseignement, avec le retard des calendriers scolaires, d'où on voit dans les autres universités classiques, déjà certains étudiants ont commencé à faire leur master, etc. Est-ce qu'ils ont une vision aussi pour cette université? Parce qu'actuellement, le système éducatif, surtout le système universitaire, est à l'agonie. Et ce qui me rassure, c'est que le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf, en a pris conscience. Le Premier ministre en a pris conscience. Le président de la République en a pris conscience. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a fait comme objectif de rééquilibrer le calendrier universitaire, c'est-à-dire d'ouvrir en octobre et de pouvoir boucler l'année universitaire au plus tard le mois de mai ou de juin, pour qu'on ne puisse assister à ce dérèglement au niveau du calendrier scolaire. Ce qui handicape les étudiants, bien évidemment, mais également handicape les caisses de l'État. Parce qu'évidemment, si on assiste à un retard ou à un enchevêtrement du calendrier universitaire, mais cela va se ressentir au niveau des caisses de l'État. Parce qu'évidemment, les étudiants continueront de percevoir leur bourse. Si tu dois percevoir une bourse au niveau de 3 ans, cycle licence, alors qu'avec des perturbations, tu devrais faire la licence en 3 ans, tu fais ta licence en 4 ans, mais l'État va payer une année supplémentaire de bourse. Mais calculer cette manne financière, raison pour laquelle nous devons revenir évidemment au calendrier habituel normal du cycle universitaire pour que les étudiants puissent faire correctement leur cycle, licence, master, normalement dans les règles du temps, et que cela va profiter bien évidemment aux étudiants, mais également à l'État. Avant qu'on puisse terminer, on parle toujours de la question des denrées alimentaires déjà. Dès son arrivée aussi, le président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, on avait parlé qu'il avait commencé à décréter qu'il va diminuer le pain et autres. Également, il y a beaucoup de choses qu'il allait diminuer. Mais toujours, les Sénégalais sont en train d'attendre, mais il n'y a pas encore de changement. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? À cette question, le président de la République, le président de la République avait instruit le Premier ministre de mettre en place une commission de réflexion par rapport à ce qui était possible de faire quant à la réduction du prix des denrées alimentaires. Mais nous pouvons dire que si nous sommes dans une situation où la quasi-totalité de nos denrées alimentaires est importée, nous ne pouvons pas avoir le pouvoir de fixation des prix. Parce que nous ne sommes pas dans la chaîne de production, nous sommes dans la chaîne de l'importation. Et ceux qui sont dans la chaîne de production pourront imposer les prix, et nous sommes dans une moindre mesure d'importation. Donc, le premier défi à relever, c'est-à-dire c'est le défi de l'autosuffisance alimentaire. Si ce que nous consommons, nous arrivons à produire cela ici, à une grande quantité suffisante, et de mettre en place les moyens de conservation, de conditionnement du produit et d'industrialisation. Et je pense que dans ce sens, nous pouvons avoir la latitude d'avoir les denrées alimentaires de première nécessité à un niveau où le Sénégalais lambda pourra s'offrir ces denrées alimentaires-là sans pour autant souffrir sur le plan financier. Nous sommes au terme de notre émission. Que serait votre dernier mot avant qu'on se quitte? Oui. Mes derniers mots vont à l'endroit tout d'abord d'ArcProt qui nous a permis de réaliser cette émission, mais également à vous, Mountaga Tall, pour la qualité de la présentation, mais également à l'équipe technique,
pour sa disponibilité, sa promptitude. Mais également, mes remerciements vont à l'endroit de Pastef Saint-Louis, également à Pastef Diamaguène, avec sa coordinatrice Diara Sow, tout nouvellement élue, nommée directrice générale de l'Office des lacs et des cours d'eau, OLAC, mais également à tous les militants de Pastef. Mais également, je lance un appel à tous les patriotes, patriotes au sens large du terme, pas seuls patriotes militants de Pastef, de se rendre massivement à la place Abdoulaye Wade ce samedi 1er juin pour participer à l'activité du don de sang, également suivi de distribution de moustiquaires pour la population, parce que donner du sang, c'est sauver des vies. Et nous en appelons tout un chacun à ces activités d'investissement humain de cause noble. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Mbao, d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup à mes chers techniciens d'avoir participé massivement à cette émission. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rubrique dans votre émission politique, Lichibir Dokbi. À la prochaine.